Bonjour Rosie, donc je te remercie beaucoup d'accueillir Diacritique chez toi pour nous parler de ton dernier livre qui vient de sortir et de ta dernière traduction. Alors d'abord, je vais te laisser te présenter toi-même aux personnes qui nous écoutent. D'abord, bonjour Karine, et merci d'être venue jusqu'ici et d'avoir pensé à moi. Alors, qui je suis? Je suis donc traductrice littéraire, Rosie écrivaine, Pinas del Puech. Rosie Pinas del Puech, traductrice littéraire, écrivaine et éditrice. Et les trois fonctions se tiennent complètement parce que j'ai commencé à traduire pour ne pas oublier l'hébreu, mais en même temps parce que je voulais écrire et que me cacher derrière la traduction était une situation facile. Et puis il y a eu un moment où ça n'a plus été possible de se cacher, donc j'ai montré mon nez. Et j'ai commencé à écrire, le tout en étant tout le temps éditrice de littérature israélienne, parce qu'un jour dans ma vie, j'ai découvert l'hébreu et Israël, et que c'est un pays absolument passionnant, dramatique, comme chacun le sait en ce moment, dont le destin me tient terriblement à cœur, dont la langue me fait travailler aussi bien dans la traduction que dans l'écriture. Ça me permet d'interroger notre merveilleux travail, le double travail. D'accord, ben ça on en reparlera tout à l'heure. Alors d'abord, je voudrais qu'on parle de Naviguer à l'oreille, donc le dernier livre que tu as écrit en tant qu'écrivaine, qui est sorti au mois d'octobre dernier chez Actes Sud, et qui, donc, pour faire un super résumé, est l'histoire en fait de ta mère et de sa jeunesse essentiellement et du rapport que tu as eu avec elle. Alors, ce qui caractérise ta maman quand on lit le livre, c'est que euh, elle avait appris très très jeune l'allemand dans une école où on l'avait mise. Donc ta famille habitait à Istanbul et Oui. ta maman a été inscrite donc dans une école allemande. Alors ma première question, c'est pourquoi choisir une école allemande quand on est une famille juive à Istanbul? Bon, je voudrais déjà euh, présenter un peu autrement ce livre, Mhm. qui n'est pas du tout, pour moi, un livre sur ma mère. Elle ne s'appelle pas Greta. Et un jour, le personnage s'est présenté à moi avec ce prénom, est devenu un personnage. Dans la distance, le livre, comme les précédents livres que j'ai écrits, est un livre sur une langue, sur mes langues. J'ai écrit sur le turc, le français, l'hébreu, et il y avait cette dernière langue. Dans mon parcours littéraire que je me sentais tenue d'aborder, et qui était extrêmement sombre, dramatique, d'autant plus que ça a été une langue interdite dans la maison, et que je comprends sans la comprendre. Donc, ce n'est pas un livre sur ma maman, c'est un livre sur l'allemand de ma mère, qui est un personnage du livre et qui s'appelle Greta, et que j'ai essayé de suivre avant ma naissance. Elle est née en 1919. Donc j'ai essayé de reconstituer effectivement ce parcours et me demander, comme toi, pourquoi diantre l'allemand? Et évidemment, c'est complètement lié à l'histoire d'Istanbul. Il n'y a rien d'étonnant à ce que, si elle est née en 19, en 1922-23, elle a 3 ans, c'est une enfant un peu turbulente. Et contrairement à la coutume de l'époque, ma grand-mère, qui a aussi un nom de personnage, qui ne porte pas son vrai nom, ma grand-mère qui s'appelle Flora dans le livre, euh, habite pas loin d'une école maternelle, et il n'y en a pas beaucoup en 1922, Oui. nulle part je crois, et encore moins à Istanbul.
Et elle entend les enfants chanter en allemand. Alors, est-ce que c'est un atavisme? Est-ce qu'il y a des traces ashkénazes parce que les juifs ashkénazes parlent plus l'allemand? Est-ce que ces chants lui plaisent? Est-ce que l'atmosphère lui plaît? Est-ce qu'elle pense que sa petite sera bien là-bas pendant la journée? Quoi qu'il en soit, elle la met dans une école maternelle allemande qui décide de son destin linguistique et de son destin tout court. Et je commence à suivre, effectivement. La petite Greta. Oui. Mais alors, moi, il y a une question aussi que je me suis posée, parce qu'on sait qu'elle a des frères et sœurs, mais ses frères et sœurs étaient-ils dans la même école ou pas? Non. Donc, en fait, il n'y a qu'un frère qui, Il n'y a qu'un lui, frère. Ouais, oui. il y a une sœur, tu as tout à fait raison et tu as bien lu le livre, il y a une sœur qui meurt avant elle ou quand elle est petite. Il y a du deuil dans la famille, ce qui fait aussi que la petite a besoin d'être éloignée pendant la journée d'une mère en deuil. Hein, il y a, je veux dire, une atmosphère comme ça. Et non, et le frère, il n'est pas mis dans cette école, il est déjà beaucoup plus âgé, et il va déjà à l'école. Donc, il s'agit beaucoup plus d'une situation temporaire. Je veux dire, les choses se passent par hasard un peu dans Oui, la je vie, comprends hein. bien, surtout après la Première Guerre mondiale, où Ah tout bah, a été pas les bouleversé. nôtres aussi. Nos vies sont, on ne sait pas pourquoi nos parents font ci, ça. On ne sait pas pourquoi on va au bout de la rue à gauche plutôt qu'à droite. On sait pas pourquoi on se fait rappeler ou non. On sait pas pourquoi on a un accident ou non. Donc, je n'ai pas cherché des raisons. J'ai décrit des choses euh, qui sont traversées par une histoire tout à fait dramatique, effectivement, parce que au moment où Flora, la grand-mère, met sa fille, ma mère, à l'école maternelle allemande, elle ne se doute pas qu'en 1933, il y aura un type qui s'appelle Adolf Hitler et qui va chambouler, bien sûr, le monde entier. Mais alors, je me permets de rebondir là-dessus. Pourquoi est-ce qu'en 33, on n'a pas changé d'école? Parce que le danger que ça représentait, le système nazi, c'était quand même terrible pour les Juifs. Bien sûr, mais pas du tout à Istanbul, parce que en 33, cette petite a 14 ans, elle est au collège, tout se passe très très bien encore pour tout le monde jusqu'en 39. Personne ne bouge d'Allemagne, d'Autriche, de Pologne. Très rares sont les très grands lucides qui se lèvent et partent et qui ont la possibilité de partir. Personne n'est parti de sa place. Et même jusqu'à l'occupation et après en France, des Juifs ont dit nous sommes Français, il va rien nous arriver. Et nous savons ce qui est arrivé à beaucoup d'entre eux. Donc, il n'y a aucune raison à Istanbul, et donc la Turquie a eu tout de même l'intelligence de rester neutre. C'est-à-dire de ne rejoindre ni l'Axe, ni les Alliés, ni les uns, ni les autres. Donc, l'armée allemande, en 1939, s'est arrêtée aux portes de la Turquie. Elle a occupé la Grèce et la Bulgarie. Elle en a déporté les Juifs, mais pas ceux de Turquie. C'est une chance incroyable, parce qu'en plus Istanbul, c'est juste à côté. C'est tout à fait une chance. Mais tout ça arrive en 39. Oui, bien sûr, oui. Alors qu'elle travaille déjà, puisqu'elle quitte l'école en 36. Donc, tout monte de plus en plus, nous voyons comment ça se passe pour nous aujourd'hui. Les choses changent en un clin d'œil. On s'y attend pas, mais on reste chacun à notre place et nous ne savons pas ce qui nous attend. Tout à fait. Mais donc, ta mère, évidemment, sait tout ce qui se passe, bien qu'étant à Istanbul,
donc en Europe, notamment la Shoah, bien entendu, et pourtant, elle continue d'aimer l'allemand, sa culture, sa langue, et comment est-ce possible? Je pense que tu as énormément réfléchi donc à cette question. Est-ce que c'est de l'innocence? Est-ce que c'est du déni? Comment est-ce que tu expliques ça? J'aime beaucoup ta question parce que tu as utilisé deux substantifs, innocence d'un côté, déni de l'autre, et il y a les deux. Il y a absolument les deux. Il y a l'innocence de l'enfant qui aime une langue depuis l'âge de 3 ans, qui chante, très important de chanter. Ça sort de l'intérieur, la voix. Et qui a été très heureuse à l'école. Dans une école très moderne, beaucoup plus moderne que celle où moi j'ai étudié. Et 40 ans plus tard, je sais pas, un truc comme ça, enfin, faudrait que je calcule. Mais moi, j'étais dans un lycée catholique de jeunes filles en 1960, qui était beaucoup plus rétrograde, même si intellectuellement il était génial, que le lycée allemand mixte avec excursion, gymnastique, chant, et mixité, camaraderie, ce mot qu'elle aimait que je raconte, camaraden. Et donc il y a tout ça d'un côté. Et de l'autre, son mariage avec un homme de famille très francophone, où un fils meurt à la guerre, un fils de la famille, en libérant l'Alsace-Lorraine à l'âge de 20 ans. Et donc c'est un drame linguistique à l'intérieur de la famille absolument incroyable. Et on lui dit tout le temps, mais enfin, comment tu peux parler cette langue encore après ce qui s'est passé, après ce qui s'est passé? Et moi, je ne sais pas pendant tout ce temps, mais ça devient une langue entachée, interdite, sombre, et une langue d'accusation. C'est très difficile, une mère accusée. On a envie à la fois de la défendre, de ne pas comprendre. Et donc, j'ai dû entrer, c'est pour ça qu'une partie du livre s'appelle Bei Nacht und Nebel, c'est-à-dire dans la nuit et le brouillard. La nuit et le brouillard qui étaient dans ma tête aussi. Est-ce que finalement c'est ça qui t'a poussé aussi à écrire ce livre? Outre le fait d'écrire sur une langue, mais essayer de comprendre ce mystère. Surtout, parce que je pense que je n'en étais pas capable jusqu'à présent, mais c'était une langue qui était dans la nuit et le brouillard elle-même. Bien sûr. Et il y a un moment, je me sentais sur le plan de la fiction, c'est-à-dire à partir du moment où j'ai pu le mettre à distance, où j'ai pu en faire des personnages de fiction, si tu veux, qu'ils sont devenus réels pour moi. Il s'agissait plus de ma maman. Il s'agissait depuis mon premier livre, dès que j'arrive à mettre un personnage à distance, comme au microscope, ça va. J'arrive à écrire dessus, et évidemment, même si je rentre dans la nuit et le brouillard, je sais que je vais pouvoir en sortir par l'écriture. Oui, l'écriture est le chemin effectivement de la compréhension et de la connaissance. Voilà. Et moi, j'aimerais aussi te poser la question, pourquoi ce titre, Naviguer à l'oreille? Tiens, si tu veux d'ailleurs remontrer la couverture, que je trouve vraiment très très chouette. Est-ce que tu peux expliquer donc ce titre et puis cette couverture? Alors, je dois rendre hommage ici à mon éditrice, parce que le titre original n'était pas Naviguer à l'oreille. C'était allemande avec un petit A en position d'adjectif. Et je pensais à mes précédents bouquins, Suite byzantine, etc. Allemande, je pensais à une danse de Bach, parce qu'il est beaucoup question de musique aussi dans le livre. Et donc,
Myriam Anderson, mon éditrice chez Actes Sud, était un peu dubitative et elle vient un jour chez moi ici et elle me dit j'ai une proposition, que penses-tu de naviguer à l'oreille? Je suis restée scotchée. Ah ben c'est sûr, c'est un très beau titre. Et mais vraiment, comme là en ce moment, et j'ai trouvé que c'était d'une justesse absolue, parce que j'ai été vraiment guidée à l'oreille. C'est un livre de radio, de musique, de langue, où j'ai tendu l'oreille sans arrêt pendant 4 ans, et j'ai écouté et écrit, vraiment. Donc c'est naviguer à l'oreille, et c'est aussi la petite enfance, ça c'est la merveilleuse compréhension intuitive de la maquettiste, Sylvia Altero, qui a trouvé, Très beaucoup. sans l'avoir lu, Très beau travail. Ah, sans l'avoir lu en sans, plus. elle ne peut pas lire 300 bouquins Oui, chez bien Actes sûr, Sud, bien c'est sûr, pas bien sûr. possible. Mais Myriam sait lui en parler, et Oui, Myriam elle a trouvé les Anderson, mots. voilà, et donc, comme le titre, la proposition de couverture est arrivée un jour, et c'est vraiment le petit chaperon rouge dont Oui, je mais tout à fait, parle. tout à fait. C'est ça aussi, c'est musique allemande, conte allemand. Euh, c'est l'allemand dans tout ce qu'il a de plus profond. Je veux dire, la langue d'une mère, ça va très loin dans l'inconscient, la langue maternelle. Donc voilà, le titre et la couverture sont déjà Oui, qui une disent entrée dans le énormément de choses. livre. Ah, mais ça, tout à fait, tout à fait. Et je voulais te demander aussi comment tu avais travaillé, puisque tu reviens quand même sur un passé qui est extrêmement précis, donc celui de ta famille et puis celui de la ville d'Istanbul des années 20 jusqu'aux années 50. Comment as-tu fait pour essayer donc de comprendre tout ce qui s'était passé, de recréer ce passé? J'adore ce travail. Je le fais en amont, avant de commencer à écrire. Et c'est comme si j'étais au bord de la piscine. Ça me permet de reculer, de ne pas me jeter dans Reculer pour mieux l'écriture. sauter. Absolument reculer pour mieux sauter. Et j'adore faire un travail de recherche précis. C'est ce qui me permet aussi de créer un espace fictionnel. Et j'aime beaucoup être précise parce que je déteste les histoires de famille, les on-dit et les déformations. Donc, ma meilleure garantie, c'est de constituer des dossiers, comme le faisait mon Flaubert adoré, constituer des dossiers précis de qu'est-ce qui s'est passé à telle époque, euh, qu'y avait-il comme école maternelle, par exemple, parce que mes souvenirs, c'est des on-dit, Oui, et c'est très trompeur. les on-dit, c'est terrible. Oui, je suis d'accord. Parce que une telle, un tel peuvent le contredire. Mais alors c'est merveilleux avec mon tout petit téléphone, avec Google, avec on a tout et je peux faire des recherches, j'ai cette chance dans 4 langues. C'est-à-dire que je peux, Oui, ça c'est magnifique, mais ça. bien sûr, je peux trouver des documents de chercheurs turcs qui me racontent l'école en 1920 avant la République d'Atatürk. Après Atatürk, je peux chercher des documents en turc sur le lycée allemand, Deutsche Oberrealschule, dans toute son histoire, avant et après Hitler. Pour moi, c'est 40 000 fois plus précieux que n'importe quelle histoire de grand-mère, grand-père. Ils ont dit que, on a dit que, même si certaines choses sont tout à fait intéressantes. Mais j'adore partir des documents, des faits historiques précis. En fait, tu as fait comme on ferait des recherches pour un livre de fiction. Tout à fait. Mais c'est un livre de Oui, oui, enfin bon, c'est entre les deux quand même, parce que c'est quand même un livre qui est très intime. Écoute, j'ai des idées là-dessus, de plus en plus. Il n'y a pas longtemps, toi et moi, nous avons parlé
Richard Ford et de Canada, un livre que j'ai adoré. Est-ce que tu peux me dire la part de fiction et la part de euh, réalité que tu sens comme écrivaine et traductrice au moment où tu lis le livre? Oui, non, mais bien entendu que tous les livres se basent sur des choses qu'on a en soi. Ça, je suis bien d'accord avec toi. Là, c'est quand même un livre qui est très très dans l'intimité de ta vie, de ton essence. Et d'ailleurs, moi, il y a une chose que je me suis dite en le lisant, c'est que donc certes, c'est un livre qui a pour personnage ta mère, même si c'est une version fictive, mais c'est aussi un livre qui est sur toi dans la mesure où moi, la réflexion qui m'est venue en le lisant, c'est que tu as choisi toi d'être fidèle au français, un peu comme ta mère était fidèle à l'allemand. Or, la France a été aussi un sale pays pendant la guerre, qui a collaboré avec l'équipe en Asie, donc qui est aussi responsable de beaucoup de massacres. Donc, choisir le français, est-ce que tu n'entres pas un peu dans un paradoxe proche de celui où était ta maman avec l'allemand? De manière beaucoup plus dramatique et différente, je crois. En cela que dans d'autres livres, je parle de mon arrivée en France, je veux dire de l'étrangeté qui m'accompagne dans tous mes bouquins, le fait que je traduise tout de même, et le fait que très vite, j'ai quitté la France pour un autre pays, pour une autre langue, qui est une langue dont je ne savais absolument rien du tout, et un pays d'étrangers, sur une terre précaire. J'ai fui, mais je ne pouvais pas fuir, et je ne pourrai pas fuir jusqu'au bout de ma vie, cette langue structurante qu'est le français, langue de mon père, langue adorée dans ses capacités techniques. J'ai l'impression d'avoir un orgue devant moi quand j'écris, devant mon tout petit ordinateur qui fait quelques centimètres de long et de large, mais je veux dire, le français fait 80 000 mots, l'hébreu fait 8 000 mots, Ah oui. et tous les jours, j'essaye de faire entrer les 8 000 mots d'hébreu dans les 80 000 mots de français quand je traduis, et aucune autre langue parmi celles que je connais ne m'est aussi familière. J'ai l'impression d'avoir mon clavier sous les doigts. La langue se rebelle. Je ne dis pas que je possède le français. J'ai horreur de ce mot. Posséder. Oui, je comprends. Surtout pour une langue. Mais son extrême nuance, oui, bien sûr, par rapport à l'extrême économie de l'hébreu, si tu veux. Mais dans un certain sens, oui, j'ai fui le français. Tu l'as fui, mais tu l'as quand même choisi comme langue d'écriture. Et je pense que je n'ai pas le choix. Je pense que je n'ai jamais... à l'âge de 10 ans, j'ai commencé à étudier le français à l'école et il ne m'a plus quitté. Il est devenu langue d'écriture surtout. J'ai senti que c'était ça mon métier. Je n'ai plus voulu essayer d'écrire dans une autre langue. J'aurais pu. Tu aurais pu. Mais avant que tu commences à l'étudier à l'école, quelle était ta langue maternelle? Je n'ai pas de langue maternelle. Voilà. C'est ça que j'aime En fait, beaucoup. la question que je voulais te poser, c'était as-tu une langue maternelle? Je n'ai pas de langue maternelle et je pense que nous sommes nombreux, les juifs, à adopter une langue et à l'aimer d'autant plus, comme un enfant adoptif aime beaucoup ses parents adoptifs, plus qu'un enfant biologique. Parfois. Donc toi, ton choix, ça a été d'adopter le français, langue dans laquelle tu écris tes livres. Oui, mais depuis toute je veux dire depuis ma lignée paternelle, si tu veux, Oui. a fait ce choix. Donc, je ne peux même pas dire que j'ai fait le choix. Tu l'as fait inconsciemment quand même. Je l'ai fait. Tu aurais pu te rebeller et puis tu aurais pu choisir le turc. Je pense que c'est un choix inconscient d'écrivaine. Je pense que j'ai senti, à l'âge de 18 ans, j'ai quitté le turc que j'écrivais
aussi bien que le français. Je veux dire, j'avais 2 langues comme 2 instruments de musique. Et tout à fait comme un musicien, à un moment donné, choisit au conservatoire, on lui fait faire 2 instruments, etc. Et il y a un moment où un musicien choisit de plus une langue que l'autre. Donc j'ai quitté le turc. À 20 ans, je suis partie en Israël, mais je commence seulement à découvrir cette langue qui m'est totalement étrangère. Je pense que j'ai de la facilité pour jouer des langues, pas comme interprète, mais jouer comme la Oui, je vois musique, très bien ce que tu veux dire. que j'aurais pu partir aux États-Unis et choisir l'anglais, mais je pense que le français paternel m'est absolument une colonne vertébrale. J'adore la grammaire, j'adore la structure, enfin j'aime le français. Tu as une langue paternelle. J'ai profondément une langue maternelle, absolument, c'est sûr. Alors, donc, tu as cette chance effectivement d'avoir plusieurs langues que tu maîtrises parfaitement. Et donc, ce qui est intéressant pour toi en tant qu'autrice, c'est qu'en plus tu as cette double casquette, tu es aussi traductrice. Donc moi, la question que j'aimerais te poser, c'est en quoi la traduction influence ton écriture et réciproquement, bien entendu. Elle, je vais te dire en quoi elle m'influence, je viens d'en parler avec un éditeur chez Actes Sud. Il m'a dit, vous écrivez à l'os. Euh, c'est vrai que ce tout petit livre, Naviguer à l'oreille, est bourré de plein de choses et il est petit en même temps. Ah, moi, je trouve que c'est une grande qualité. Je ne raconte pas, je ne m'étends pas. Je suis bavarde et quand je parle, mais quand j'écris, je suis d'une économie biblique hébraïque. Ça, c'est l'hébreu qui me l'a appris. La traduction de l'hébreu m'a appris à faire exactement le contraire du foisonnement. D'accord. C'est ce que j'enseigne aussi. Oui, je suis d'accord. Moi, c'est ce que j'essaye de faire aussi en tant que Voilà, traductrice. enlever. Il m'est arrivé d'écrire pour des journaux au début. C'était Dans trop quelle langue tu veux dire? en français. En français. Au début, maintenant je sais faire. Au début, on me disait c'est trop long, il faut enlever 3000 signes, 3000 signes. J'ai vu que je les enlevais complètement et qu'il manquait rien. Je veux dire, c'est comme des plats à table. Tu nourris des gens et d'un coup, tu te rends compte que tu peux enlever 4 plats et qui sont très bien nourris avec 3 plats qui restent. Donc, si tu veux, j'ai appris, l'hébreu est un exercice euh, de concision. Et le français aussi, d'ailleurs. Et tu as donné récemment donc un entretien qui a donné un petit livre qui s'appelle La faille du Bosphore, dans lequel donc tu reviens sur ton expérience de traductrice. Tout à fait. Dont je parle, euh, le sous-titre s'appelle Entretien, Rosie Pinas-Delpech avec Maxime Maillard sur le métier de traduire et d'écrire, parce que j'estime que c'est un métier. C'est-à-dire que on apprend à raboter absolument comme un facteur, comme un luthier. Oui, c'est ce que dit un certain Daniel Arsan aussi. Voilà, enlever des copeaux, et alors ça devient beau. Et le son devient de plus en plus beau, le rythme devient de plus en plus beau. Et ça nous vient avec le métier. Absolument. Tu sais tellement bien de quoi je parle, Karine. Alors justement, je voudrais maintenant qu'on parle un peu plus de traduction, parce que donc c'est l'événement de cette rentrée de janvier. Voilà, Orly Castelblum, qui est donc une très grande autrice israélienne. Donc son livre Biotope vient de sortir en français, traduit par tes soins. D'ailleurs, je pense que est-ce que tu es la seule à avoir, c'est toi qui as traduit toute l'œuvre Oui. d'Orly Castelblum? Il y a certains auteurs
que j'ai introduit en France. Orly Castelblum en fait partie. Et pour moi, c'est une immense écrivaine. Elle a été choisie d'ailleurs dans un sondage ou une liste New York Times comme elle fait partie d'une liste de 100 meilleurs écrivains du monde. Moi, j'apprends avec elle. Entre autres, la concision. Le refus de séduire, je la Ah oui, oui, ça c'est sûr. je la mets au début de mon livre. C'est la première fois que je fais ça. Une auteure que j'ai traduite, qui m'est proche, etc., que je mets en même temps que Ceylan dans mon livre, parce que elle est absolument, c'est une grande écrivaine. Et Biotope est un grand, grand livre de notre modernité. Alors moi, ce que j'avais adoré Dolly City, qui était donc son premier, je crois, hein, qui est sorti vers 1990 à peu près. Tout à fait. Et j'en ai lu d'autres, mais celui-là, je trouve, est vraiment très différent. C'est-à-dire que on retrouve donc Tel Aviv avec bon, toutes les choses qu'elle décrit de manière un peu délirante. C'est toujours très grinçant, plein d'humour et toujours en forme de satire. Mais ce qui m'a frappé, c'est que il y a une espèce de désenchantement dans ce livre que j'avais pas trouvé avant dans son écriture. Tu as tout à fait raison. Il s'est passé 30 ans entre un livre et l'autre. Moi, je trouve, mais c'est très très juste ce que tu dis, parce que je trouve que Biotope est une actualisation de Dolly City. Dolly City est aussi un livre sur Tel Aviv. C'est encore la jeune femme, Orly Castelblum, qui écrit, et qui, entre les deux, a écrit plus d'une douzaine de livres. Et Biotope, c'est comme Dolly City revisité, remise à jour aujourd'hui, qu'est devenue la Tel Aviv, qui était déjà pas mal esquintée dans Dolly City, parce que sa vision était éclatée, celle d'une grande écrivaine. Là, le livre est à la fois beaucoup plus classique, moins dingo, ouais, beaucoup moins, et en même temps très dur, moi je trouve. C'est très noir. Derrière l'humour, en fait, c'est extrêmement noir. Noir, je ne trouve pas du tout, parce que je trouve que ce qui sauve tout le temps Orly Castelblum de la noirceur, c'est un humour ah oui, bien sûr, comme pas deux. Elle décrit des SDF et ils sont tellement drôles en même temps. Ils sont beaux. Voilà. Comme elle s'appelle, la Queen. Queen Giovanna. Queen Giovanna. Oui, Queen Giovanna. Elle est extraordinaire. Elle est merveilleuse, vraiment. Et tout ce qu'elle appelle casquette flottante, 180 degrés, non, 90 degrés parce qu'il est penché. Le mec est penché. Enfin, je veux dire, elle fait un peu, ça me fait penser à Smoke, un petit film de Paul Auster à Brooklyn qui met sa caméra autour de sa maison. Et Orly Castelblum fait exactement la même chose. Elle habite un endroit qui est celui des parents des otages qui manifestent aujourd'hui. Et en même temps, toutes les manifestations se passent pratiquement devant sa porte, où arrivent aussi tous les bus de banlieue. Je connais l'endroit. C'était d'autant plus intéressant pour moi de traduire dans le détail. J'adore ça. Oui, tu connais parfaitement ce dont elle parle. Évidemment. Absolument, absolument. Et elle décrit ce qui est nouveau, c'est les gratte-ciels, les riches et la cruauté des riches. Complètement. Et la manière dont son personnage est absolument dévalisé, réduit à être presque lui-même un SDF, alors que c'est un ancien enseignant à l'université de Tel Aviv, un spécialiste de Balzac. Enfin, elle a des inventions absolument incroyables. Donc voilà, je sais déceler un peu ce qui est vrai, ce qui est faux pas vrai faux, mais ce qui est fictionnel et ce qui est réel. Mais ce qui est très intéressant dans ce livre, c'est que
c'est Tel Aviv, c'est New York, c'est Paris, c'est notre monde, c'est l'emprise de l'immobilier, de la richesse, de l'argent, sur un tout petit espace du vieux ancien Tel Aviv, qui est en train d'être, comme les Trump Towers, complètement rasé au profit d'immeubles, au profit de gens qui viennent y passer un petit moment, comme la Côte d'Azur en France, ou Londres, ou, je veux dire, c'est exactement pareil. Et comment, au pied de ces immeubles de luxe, tu as ce qu'on appelle en hébreu des miettes, les restes d'humanité, dont fait partie son personnage. Et tout ça, moi je ne le trouve pas noir, parce que j'ai travaillé beaucoup avec l'éditrice aussi, une fois de plus, Myriam Anderson, à donner l'humour. Ah oui, mais ça c'est très bien rendu, effectivement. Non, mais c'est vrai que c'est assez fabuleux. Quand je me souviens par exemple de la scène justement où Joseph Schimmel, donc le personnage principal, s'amuse à ouvrir le portail du parking le jour du Shabbat pour que les gens qui sortent croient que c'est Dieu qui leur a ouvert. Ça, c'est très très drôle. C'est très drôle, c'est absolument drôle, ouais. Et c'est bien repris aussi dans la critique qui m'a fait très plaisir cette fois-ci, parce que il y a une réception véritable française de ce livre où Joseph Schimmel lui-même est un peu français. Oui. Il est spécialiste de Balzac, mais pas n'importe quelle spécialité. Il est spécialiste de la gastronomie chez Balzac. Qu'est-ce que mange Balzac? Et combien de café boit-il par jour? Et quel impact a sur son écriture et son état mental le café? Donc, Joseph Schimmel et Orly Castelblum fait des recherches, elle aussi, avant de commencer à écrire, sur le café chez Balzac et la nourriture chez Balzac. C'est à mourir de rire, évidemment. Écoute, merci beaucoup pour cet entretien, et j'aimerais que tu nous lises en fait l'incipit de ton livre. Je veux bien. Ça commence toujours comme ça. Quand j'arrive à trouver la première page, ça va mieux. Elle s'appellera Greta, et je ne la connais pas encore. Plus tard, elle sera ma mère, mais ce temps qui me sépare d'elle m'importe de manière vitale. Il s'y est passé tant de choses que j'ai souvent l'impression d'être assis sur une poudrière, prête à exploser à tout instant. C'est peut-être le cas de chaque portion de vie humaine quand on la considère d'un peu plus près. Guerre, pauvreté, déplacement, chaud, froid, chagrin, joie, naissance et mort, et ça recommence pour chacun de nous, comme si nous étions les premiers. Dans quel milieu ai-je baigné quand j'ai habité son corps? Dans quel brouhaha de langues et d'événements m'a-t-elle porté? Qui était-elle déjà? Que pensait-elle déjà? Comment tout cela a commencé pour elle? Je ne m'attends à aucune réponse précise, mais à un tâtonnement obscur, comme ces chatons aux yeux encore fermés, qui grimpent sur le corps de la mère et le malaxent, essaient de se faire une place dans le monde, se poussent entre eux, retombent et recommencent. Merci beaucoup, Rosie. Merci infiniment à toi, Karine.